c'est une certaine forme de lutte, de protestation des écologistes contre l'agro-agriculture ou l'agro-industrie plus exactement. Je pense qu'il faut resituer le débat avec une perspective. Et est-ce que les personnes qui manifestent aujourd'hui nous ont orientés sur les bons choix écologiques, stratégiques depuis une trentaine, quarantaine d'années? En France, on a utilisé ce qu'on appelle la fiscalité environnementale pour alimenter les éoliennes et énergies renouvelables. Si par cas on avait utilisé ce produit-là, actuellement la France serait souveraine sur le plan énergétique, sur le nucléaire, et les Français n'auraient pas à payer les prix de cette conséquence des choix désastreux, notamment de François Hollande. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'eau est une ressource stratégique. Et la question essentielle, comme l'a rappelé Jean-Michel Fauvergue, c'est comment vous l'utilisez de façon stratégique, l'eau. Est-ce qu'on l'oriente sur l'agriculture pour assurer à la France et à l'Union européenne une souveraineté agricole, pour faire en sorte d'être autosuffisant et ne pas dépendre, par exemple, de l'Ukraine ou d'autres pays qui seront plus en difficulté que nous, ou est-ce qu'on l'utilise à des fins écologiques et uniquement des façons naturelles de bien-être? Je pense que l'État fait des mauvais choix dans la mesure où on n'est pas stratégique. L'objectif, c'est d'être souverain et stratégique pour assurer le bien-être de notre population. C'est ça la première mission de l'État. Et si notre première mission est celle-ci, on doit mettre le paquet sur la production agricole pour permettre aux agriculteurs de faire face aux aléas, parce que désormais, je ne parle pas de réchauffement climatique, je parle de dérèglement climatique. Et face au dérèglement climatique, les agriculteurs auront besoin d'eau et de réserves pour alimenter notre agriculture. Et qu'est-ce qui est prioritaire? Que les Français aient à manger ou qu'on ait des beaux paysages? Je pense que la priorité, c'est que les Français aient à manger, qu'ensuite, après, les Européens aient à manger, et qu'ensuite, après, on ait assez de production agricole pour alimenter l'Afrique, pour éviter une crise migratoire, notamment venant d'Afrique. Je sais que des manifestants ont forcé les grilles du chantier où il y a les réserves d'eau notamment. Donc la tension est en train de monter en puissance. Oui, et puis souvent avec ces personnes-là, c'est toujours à peu près le même type de profil. C'est comme ceux qui essayent d'attaquer les centrales nucléaires ou qui font des dégradations envers des biens. Moi, je pense qu'il faut les qualifier par leur nom. Ce sont des terroristes et il faut que l'État soit fort contre les forts et faibles et juste à l'égard des faibles. Et actuellement, l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. C'est-à-dire qu'on autorise une manifestation non autorisée et cette fois-ci, vous n'avez pas de force de l'ordre qui est là pour intervenir, pour essayer d'attraper ces personnes-là. Par contre, lorsque vous aviez des gilets jaunes aux Champs-Élysées, là par contre, on était en capacité de sortir des blindés et arrêter tous les manifestants des gilets jaunes. Et là, on est en incapacité de le faire à l'égard des zadistes. Ils vont nous recréer un Notre-Dame-des-Landes bis. Ils vont attaquer des biens publics, un bien qui est stratégique à l'égard pour notre pays et pour notre agriculture. Moi, je pense qu'il faut les attraper. Il faut faire respecter l'ordre républicain. Ces personnes-là sont nuisibles à la fois aux Français et à nos intérêts stratégiques. Certes, ils ont le droit de manifester parce que c'est un droit constitutionnel, mais quand l'État interdit de manifester, il faut que l'État applique ses règles, sinon l'État perd en crédibilité, perd son autorité et les règles suivantes ne seront pas appliquées par les suivants. Et des gens se disent, pourquoi est-ce que des écologistes ont le droit de manifester et nous, on n'a pas le droit de manifester? Pourquoi est-ce que des législateurs se pointent à une manifestation non autorisée alors que nous, Français lambda, on n'a pas le droit de manifester pour notre pouvoir d'achat, etc. Voilà, donc à écouter Sandrine Rousseau, William T, les paysans, les agriculteurs n'ont jamais eu besoin de bassines. Sauf que c'est utilisé depuis des années. Mais si vous écoutez Sandrine Rousseau, on devient un pays du tiers-monde en 2 semaines. Donc voilà, il faut être très clair. Tout ce qu'elle a dit s'est retrouvé en n'importe quoi. Moi, je me rappelle d'une interview. Elle est quand même vice-présidente à la fac de Lille et spécialisée en économie. Elle a quand même dit que ce qui permettait d'enrichir la France, c'est la décroissance. On en est quand même très fort. Donc il faut arrêter d'écouter Sandrine Rousseau pour avoir Jean Content sur ce qu'elle dit. Quasiment tout ce qu'elle dit est faux. Et en plus, sa posture n'est pas la bonne. Elle vient avec une écharpe de députée, donc elle est censée représenter le Parlement, l'autorité publique. Elle vient à une manifestation illégale. Quel est le message adressé à toutes les personnes qui respectent correctement la loi? C'est-à-dire que toutes les personnes qui respectent correctement les règles sont discriminées par rapport à ceux qui ne les respectent pas. C'est le premier élément. Le deuxième élément, en termes de stratégie, à la fois sur l'écologie et sur la question de l'eau. On le voit et on l'a vu cet été, c'est qu'avec le dérèglement climatique, les pluies ne sont plus aussi régulières qu'avant et la régénération n'est plus la même qu'avant. C'est-à-dire que certaines régions, en l'occurrence, doivent s'organiser et construire des infrastructures spécifiques pour faire face aux différents aléas afin de mieux régler et de mieux lutter contre le dérèglement climatique. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est que les écologistes nous ont arnaqués depuis le début. Ils nous ont dit le sujet essentiel, c'est le réchauffement climatique. Donc on a mis la France et les Français sont prélevés chaque année 60 à 70 milliards d'euros d'impôts supplémentaires qui est supérieur au budget de l'éducation nationale, qui est supérieur au budget de la défense, etc., qui serait supérieur à beaucoup de choses. Et on a mis tout cet argent-là pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on le voit chaque année, les températures du globe augmentent. Et tous les pays européens l'ont fait. Donc ça veut dire que leur stratégie ne marche pas. Et le sujet essentiel en matière écologique, c'est plus de lutter contre le réchauffement climatique. On peut essayer de le faire, mais est-ce que c'est raisonnable de le faire sans les États-Unis et sans la Chine? Le sujet essentiel, c'est de lutter contre les effets du dérèglement climatique. Et moi, je pense que cette bassine permet de le faire parce que ça permet de lutter contre les aléas et de protéger les agriculteurs. On peut voir ces images avec
manifestants qui sont assis, notamment sur la route, sur l'autoroute, qui sont positionnés, les fesses contre le sol, et voilà, effectivement, les automobilistes eux-mêmes qui vont leur demander de sortir et qui vont, manu militari, bien les dégager sur le bord de la route, sur la voie de sécurité, William T. Et la police également, bien sûr, qui intervient quelques minutes plus tard. Le problème de l'écologie, c'est que ça a été accaparé par des ayatollahs qui ne voient uniquement l'écologie sous la forme punitive. C'est-à-dire que là, ils manifestent pour punir les Français qui souhaitent aller travailler. Mais est-ce que ce sont les Français qui souhaitent aller travailler avec leur petite voiture qui sont responsables du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique? Si ces personnes-là veulent manifester contre les véritables responsables, soit ils déposent, à travers leurs députés écologistes, une proposition de loi à l'Assemblée qui est le cadre légal pour débattre d'un sujet politique et de l'orientation politique du pays, soit ils font face aux véritables acteurs du réchauffement climatique. Et moi, je les invite à aller dans un pays et manifester envers une personne qui est très sympathique, Xi Jinping, qu'on appelle traditionnellement son pays Winnie l'ourson. Ils ont qu'à aller là-bas parce que là-bas, ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre et la France 1%. Donc s'ils veulent manifester, je leur conduis à aller à pied jusqu'en Chine, traverser le Tibet, etc. Et ils vont aller manifester envers le vrai responsable du réchauffement climatique, Xi Jinping. Et là, je suppose qu'ils seront bien moins traités qu'en France et ils arrêteront de dire que la police tue, etc. Je pense que c'est ça le sujet essentiel. Est-ce que c'est aux Français de payer toutes les conséquences du dérèglement climatique? Nous sommes 66 millions d'habitants. On représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. Depuis le protocole de Kyoto, nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 35 à 50%, alors que les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne ont augmenté parce qu'ils ont arrêté le nucléaire pour ouvrir les centrales à charbon. Et pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de discriminer et de culpabiliser les Français qui ont fait beaucoup d'efforts depuis 20 à 30 ans? Est-ce la seule responsabilité de la justice dans ce cas pratique, ce cas d'école, pardonnez-moi pour le terme, qui se renouvelle régulièrement, William T? Il y a un sujet de justice, et Jean-Michel a tout à fait raison, mais le sujet principal est culturel. C'est-à-dire que quand on ouvre un sujet comme ça, le drame, évidemment que le décès de jeune homme est un drame, mais on concentre davantage le sujet sur le décès du jeune homme plutôt que sur le refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'on a opéré une inversion des valeurs. Le sujet essentiel, c'est pas que le monsieur a été tué dans des causes accidentelles, c'est le fait qu'il y a eu un refus d'obtempérer. Mais quand vous avez des refus d'obtempérer, c'est pas le petit Français ou la petite Française ordinaire qui fait des refus d'obtempérer. C'est des personnes qui sont en situation irrégulière, soit pour manque de permis, soit pour conduite de stupéfiants, ou soit qui ont quelque chose à se reprocher et qui opèrent un coût entre le bénéfice et ce que ça pourrait leur apporter de refuser d'obtempérer. Et c'est ça le sujet essentiel, le drame. C'est qu'il est culturel. Et ce sujet culturel se diffuse à l'ensemble de la population dans la mesure où il est touché et promulgué par les personnalités de la France insoumise qui ensuite contaminent tel un virus l'ensemble de la population, à la fois les personnes là qui sont encouragées par les types de la France insoumise à le faire, par les gens de la justice qui se disent « Ah bah tiens, il y a un courant de pensée qui dit ça, et donc nous on va suivre et on va excuser et pratiquer la culture de l'excuse. » Et tant qu'on ne résout pas le sujet culturel, et ben en fait on aura petit à petit un virus qui se disséminera comme ça dans toute la société. Et le sujet, c'est d'attaquer l'hydre au sujet principal, donc les personnes qui encouragent à ces personnes-là. Parce qu'ensuite, après, vous avez des personnes qui vont dire « La police tue ». Mais c'est pas ça le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est pourquoi est-ce que ce monsieur a refusé d'obtempérer quand des forces de l'ordre lui ont demandé de le faire. Et toutes les personnes qui ne veulent pas être victimes d'un accident devraient accepter d'obtempérer lorsqu'un policier vous le demande. Et ça arrive pour 99% de la population. Et ensuite, après, on va dire, et on va porter l'amalgame sur les policiers, sur les sujets essentiels, alors que les policiers ne font uniquement leur travail dans des conditions qui sont déplorables. Et ce sont donc véritablement des scènes de guérilla urbaine, véritablement. Quand on lance des projectiles du haut d'un immeuble, c'est pour attenter à la vie d'un individu. Mais force de l'ordre ou pas, mais là en l'occurrence c'est la police, William T. On est sur une question, et comme sur le sujet précédent, de guerre de contrôle du territoire. Et ces personnes-là, en attaquant des policiers, disent les policiers et l'État français n'a pas sa place dans cette cité. Et c'est ça le sujet essentiel. Et c'est comment faire pour que l'ordre républicain soit appliqué de nouveau pour soutenir la population. Parce que globalement, dans des cités comme ça, 90 ou 85% de la population n'est pas contente avec l'ordre actuel, mais seulement ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas les moyens de se barrer parce qu'ils vivent dans des HLM, donc du coup ils n'ont pas les moyens de se payer un logement plus onéreux. Et en plus, souvent, parfois, ils sont dans une situation irrégulière ou parfois ils n'ont pas de travail. Ou même ils sont menacés Parfois ils sont menacés aussi parce qu'il y a une question d'omerta et de loi du silence sur ce sujet essentiel. Je pense que le point, c'est comment on fait pour reprendre le contrôle des territoires perdus de la République. Moi, je pense qu'il faut faire ça en 3 étapes avec un triptyque direct et franc. Il faut y aller franco. Il faut déclarer un état d'urgence localisé pour permettre aux forces de l'ordre d'avoir les pleins pouvoirs pour récupérer ces cités à travers un triptyque qui est reconquête, destruction et reconstruction. De toute façon, ces territoires et ces bâtiments sont moches. Donc on reprend le territoire avec l'état d'urgence. Les policiers ont les pleins pouvoirs et des clauses exorbitantes du droit commun pour ne pas se faire arrêter par les juges, etc. Parce que de toute façon, sinon ils ne pourront rien faire du tout. Ils vont être menacés dans leur carrière, etc. Donc, état d'urgence localisé.
Ensuite, après, on détruit toutes les cités et on reconstruit quelque chose de neuf. Et tous les caïds et toute la loi des gangs, direction prison, et ils arrêteront de pourrir la vie des habitants et des policiers. C'est ça le sujet essentiel. Après, oui, ça demande des choses qui sont hors du droit commun, hors du politiquement correct, mais il faut l'assumer. Parce que sinon, comme vous avez posé la question à Jean-Michel, depuis les émeutes de 2005, on a le même sujet. C'est-à-dire que ces personnes-là considèrent qu'ils sont maîtres du territoire et que ce sont eux les boss. Et si par cas vous infiltrez avec un uniforme de policiers, de pompiers, même de postiers ou même d'élus locaux, et du coup vous faites attaquer parce que vous introduisez sur un territoire qui n'est pas le vôtre. Et ça veut dire que sur ces territoires, ils considèrent que ce n'est plus l'État français qui est le propriétaire et qui gère. Et on l'a vu avec la préfète qui parle de heurts assez violents, de manifestations assez violentes et des gendarmes qui ont été blessés. Oui, mais il ne faut pas discriminer l'ensemble des manifestants et des manifestants qui croient vraiment en ce qu'il dit et qui sont là également pour des questions d'idéologie. Ils pensent que ce n'est pas un bon projet et que ça ne va pas plutôt dans le bon sens. Et ils ont tout à fait le droit de le penser. Le sujet essentiel, c'est que quand vous avez des manifestations écologistes, c'est que la plupart du temps, vous avez des activistes qui sont véritablement des terroristes parce qu'ils utilisent la violence pour imposer une idée politique et c'est la définition des différentes organisations internationales qui définissent ce que c'est que le terrorisme, donc ce sont des terroristes. Je pense à toutes les associations qui attaquent les centrales nucléaires, qui font la dégradation de biens, etc. Et ensuite, après, vous ajoutez en plus de ça les Black Blocs qu'il faut également considérer et les Antifa comme des terroristes parce qu'ils essayent d'imposer des idées par la violence. Seulement, on a toujours un problème de qualification, que ce soit au niveau de la justice, sur les agressions de policiers et également sur les manifestants. Et pour protéger les manifestants qui ont... Bon, la manifestation, en l'occurrence, elle est interdite, donc ils n'ont pas le droit d'être là. Mais sur le sujet essentiel, c'est celui-ci. C'est qu'il faut définir et éjecter, traquer même les personnes en question. Parce que c'est toujours les mêmes. À chaque fois, on cite à chaque manifestation les 400 Black Blocs. Donc moi, je pense qu'il faut les traquer, il faut les arrêter et qu'ils arrêtent d'emmerder les Français à chaque manifestation. Ensuite, il y a un deuxième principe. C'est que les écologistes, ils ont voulu appliquer quoi? Le principe de pollueur-payeur. Et moi, je pense qu'on va appliquer un principe à leur égard, c'est casseur-payeur. À chaque fois qu'ils font une manif, de toute façon, ça se transforme en ZAD, ils cassent tout. Donc le sujet essentiel, c'est qu'il faut qu'ils soient responsables de leurs manifestations, qu'ils soient responsables de leurs actes. Et s'il y a des dégradations contre la bassine, contre des champs ou contre des biens publics, il faut leur faire payer de façon très claire. Ça les responsabilisera et ça les obligera de maintenir en ordre leurs manifestations. Après, il y a un troisième point sur ces militants, et c'est ça le sujet, je pense, c'est est-ce qu'ils ont raison ou pas de le faire. Moi, je pense que c'est l'esprit global de leur manifestation. C'est qu'à chaque fois, et d'entrée de jeu, j'ai tenu le même propos, il fallait envoyer les forces de l'ordre pour les évacuer rapidos. Pourquoi? Parce qu'à chaque manifestation comme ça, ce sont des partisans de ce que Sandrine Rousseau appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas l'État, c'est des anarchistes. Et donc, de toute façon, ils sont là contre l'autorité de l'État. Il n'y a pas besoin de négocier avec ces personnes-là. On est là pour les arrêter, et quand la manifestation est légale, on est là pour respecter l'ordre républicain, montrer que l'État est fort et que l'État est juste. Et donc, on attrape les types, on les évacue rapido, et on montre aux autres que l'État est de retour et que l'autorité de l'État est de nouveau respectée en France. Dans les 700 €. Mais les Français se posent une question et se disent comment ça se fait que l'État consacre autant de budget par clandestin, alors que le pays souffre de plusieurs pénuries, souffre des problématiques d'inflation, et les Français se posent légitimement la question, comment ça se fait que la France subit davantage l'immigration, qu'elle la contrôle et qu'elle la choisisse? Parce qu'en fait, ces personnes-là n'auraient rien à faire sur le territoire national dans la mesure où ils sont clandestins. Et c'est parce que la France n'a pas choisi un cap clair en matière migratoire, parce qu'elle n'a pas choisi un cap clair en matière économique. Les États-Unis, par exemple, ils visent les GAFA et les grandes entreprises technologiques. Et donc, du coup, les immigrés qui viennent dans les grandes facs américaines. Et donc, du coup, vous avez des CSP+, et vous n'avez pas de clandestins. Et en plus, ils ont un contrôle strict des frontières, etc. Mais comme nous, on n'a pas de politique claire en matière économique, on n'a pas de politique claire en matière migratoire, et donc, du coup, on accueille tout le monde. Et ensuite, après, on trie en fonction de nos besoins. Le sujet essentiel, c'est est-ce qu'on est encore capable de subir le contrôle et le coût de l'immigration clandestine sur notre sol? Je pense que le sujet essentiel, c'est qu'il faut récupérer la maîtrise de notre frontière, il faut récupérer la maîtrise de notre destin, et il faut que les Français reprennent le contrôle de l'immigration afin qu'elle choisisse l'immigration qu'elle accueille sur notre sol et qui on ne veut pas. Et le point essentiel pour ça, vous allez me dire comment on fait concrètement, c'est-à-dire qu'on interdit, on pose un principe qui est très clair, c'est-à-dire que si quelqu'un vient en immigration clandestine, il n'a pas le droit de postuler à la fois la nationalité et un titre de séjour. Et le point, c'est qu'en fait, on extériorise le contrôle de l'immigration dans les pays dits extérieurs et dits sûrs, en mettant en place des hotspots pour qu'en fait, ce soit les pays du Maghreb, d'Afrique et du Moyen-Orient qui prennent en coup le contrôle de l'immigration. Et au lieu d'avoir des situations d'aberrantes comme ça, les personnes sont refluées, mais ils ne sont plus ensuite après sur le territoire et ne bénéficient pas de les aides juridiques et des associations, parce qu'il faut quand même comprendre ce que dit Jonathan. C'est-à-dire que l'État paie des gens
qui combattent l'État. Oui, c'est ça. C'est quand même très fort. Et il n'y a qu'en France auquel on est arrivé ça. Non, et pourquoi est-ce qu'on doit le faire? C'est à cause des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, MT. Le point, c'est la question de la politique économique qu'on veut mener. Parce que M. Fauvergue, Jean-Michel, disait qu'il y avait des personnes, des patrons qui demandaient de régulariser des sans-papiers. Effectivement, il y a des problèmes de main-d'œuvre. Mais parce que on n'a pas choisi une politique économique qui était cohérente. Si on voulait faire, et qu'on sait que les métiers, par exemple, de services, de restauration sont tournants, et ben on dit aux jeunes qui sont actuellement étudiants et qui ont besoin de salaire pour payer leur immeuble, leur logement et leur coût d'études, on dit on défiscalise, on désocialise le travail étudiant et ça permet de leur faire bosser et en plus ça permet de valoriser le travail. Ça c'est le premier point. Ensuite le deuxième point sur la question du coût de l'immigration. Encore une fois c'est une question de politique migratoire. Ces personnes-là n'ont rien à faire sur le territoire national dans la mesure où la France n'a pas besoin d'eux. Ce n'est pas bien pour eux parce que de toute façon ils seront accueillis dans des conditions qui sont difficiles. C'est pas bien pour les autres personnes puis qui créent une concurrence à la baisse sur les métiers dits manuels et en plus ils créent une surtension sur la question du logement. Mais si par cas on voulait accueillir toute l'immigration et qu'on s'était dit, voilà, la France veut devenir la championne de l'immigration. À ce moment-là, il faut mettre les moyens nécessaires. Est-ce que vous avez vu des grands plans de bâtiments et de construction de logements ces dernières années? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez vu des top créations de jobs sur les emplois dits sous-qualifiés parce qu'on accueille principalement l'immigration dite sous-qualifiée? Non, c'est ça les sujets essentiels. Et tant que la France continuera à s'autoflageller, parce que c'est ça à quel on doit résumer la politique française, c'est qu'en fait, la France autoflagelle, se donne des coups de fouet et puis après se donne bonne conscience en accueillant ce qu'avait dit Michel Rocard, toute la misère du monde. Apparemment, l'Europe avait décidé d'abolir cette, pas vraiment une loi, mais en tout cas cette réglementation. Vous, William T, ça vous dérange ou pas de dormir une heure de plus? Moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve que c'est bien en fait d'avoir des heures adaptées pour que quand on se lève, on ait le soleil et quand on rentre chez nous, on ait le soleil. Ça n'arrive pas tout le temps, surtout en hiver, mais je trouve que c'est bien d'avoir un cadre normal auquel les Français peuvent distinguer les journées de travail et les soirées. Et je pense que c'est le bon adéquat de garder le changement d'heure. Je suis pas sûr qu'il faille le changer. Et l'Union européenne devrait faire autre chose plutôt que se concentrer sur le changement d'heure, oui. Cela dit, on précise souvent que c'est pour faire des économies. Alors moi, je ne vois pas où sont les économies. J'espère que vous allez m'instruire. Sur l'éclairage. Oui, mais sur l'éclairage. Mais si la nuit arrive plus tôt, on éclaire plus tôt. Moi, je pense que... William T. Moi, je me dis, je suis plutôt européen. Ouais. Mais quand l'Europe se mêle des sujets comme ça, j'ai toujours un doute sur l'issue. Ouais.